Le pire cauchemar de Xi Jinping se réalise. Il est dans un bunker sécurisé tandis que des ogives nucléaires visent la Chine. La Chine pourrait-elle défendre son territoire face à une attaque nucléaire? La crise initialement limitée à Taïwan devient incontrôlable. Ce qui avait commencé comme une confrontation navale quelques années plus tôt a rapidement évolué en incident rapproché, violation de l'espace aérien et signaux mal interprétés. Les États-Unis envoient bientôt des forces dans la région pour stabiliser la situation, mais Pékin n'utiliserait pas ce terme. La situation devient alors très grave, très vite. Les deux camps insistent sur le fait qu'ils agissent de manière défensive, jusqu'au moment où ces actions défensives commencent à entraîner le naufrage de navires de guerre et la destruction de satellites dans le ciel. Sous pression pour protéger Taïwan malgré des pertes, les États-Unis se disent prêts à intensifier le conflit. La Chine, voyant ses options se réduire et sa crédibilité menacée, choisit d'agir. Pékin refuse de céder aux exigences américaines. Les armes nucléaires servent à choquer le système et à imposer la détermination, pas à gagner ou finir la guerre. Et il existe deux versions très différentes de la façon dont ce scénario nucléaire pourrait se dérouler. Dans la première, un petit nombre de frappes nucléaires ciblent des bases militaires, centres de commandement et infrastructures clés. Le but n'est pas l'anéantissement, mais la coercition pour changer la guerre sans embraser le monde entier. Les décideurs évoquent une version adoucie du scénario apocalyptique en parlant d'utilisation nucléaire limitée. Même si les habitants de la ville frappés par une ogive nucléaire tactique ne seraient évidemment pas d'accord. La seconde option est bien plus apocalyptique. La Chine subit une attaque nucléaire massive visant à submerger ses défenses simultanément, et non une poignée d'ogives. Les systèmes de missiles s'activeront toujours dès que les alertes seront lancées, mais la situation évolue rapidement, à mesure que les intercepteurs s'épuisent et que les décisions doivent être prises trop vite. La question n'est plus combien de dégâts la Chine peut éviter, mais quelle part du pays pourra encore fonctionner et survivre. Comprendre la défense contre les missiles nucléaires est crucial. Même avec les intercepteurs les plus récents, si le pays défenseur ne voit pas clairement la menace, il agit à l'aveugle. La Chine l'a compris. En 2010, ils ont lancé la construction de leur propre réseau de satellites d'alerte précoce américains. En 2017, ils ont lancé des satellites d'expérimentation de communication, systèmes surveillant la signature thermique des lancements de missiles. Ils visent uniquement à détecter l'éclat infrarouge d'un moteur de missile balistique intercontinental à 35 000 km sous eux. Les satellites ne sont qu'un aspect du dispositif. La Chine a construit de grandes installations radars pouvant détecter des lancements de missiles à près de 4000 km. Elles ont été placées à travers le pays, dont une vers l'Alaska, d'où viendraient les ICBM américains. D'autres systèmes se trouvent au Fujian et au Xinjiang, couvrant d'autres axes. Lors de leur parade militaire de septembre 2025, la Chine a exhibé son dernier arsenal défensif comme une parade mortelle, comme à une foire commerciale de dictateurs. 3 systèmes antimissiles balistiques étaient représentés, conçus comme des couches d'un bouclier central dans tout scénario nucléaire chinois. Le QG-9C forme la première couche et gère le travail de base à basse altitude. Voici le gardien nucléaire chinois, qui vise les missiles pour la moyenne et courte portée déjà lancés. Le HQ-19 intercepte les missiles à des altitudes plus élevées, jusqu'à 200 km à près de 10 000 mètres par seconde. Le HQ-19 guidé par le radar type 610A est similaire au système américain THAAD. Il intercepte des missiles balistiques de 1800 à 2500 km, couvrant la plupart des menaces régionales. Le HQ-29 est le joyau de la défense chinoise. Cet intercepteur exo-atmosphérique opère hors atmosphère et cible les missiles à plus de 150 km d'altitude en phase de milieu de parcours. Contrairement aux intercepteurs américains en silo fixe, le HQ-29 est sur des véhicules mobiles et peut être déployé où nécessaire. En théorie, c'est impressionnant. Une défense en couche avec satellite d'alerte, radar massif et 3 niveaux de missiles intercepteurs. La Chine possède l'un des réseaux de défense antimissiles les plus sophistiqués. Un dôme doré qui rend le monde, surtout l'Amérique, très envieux. Mais le papier et la réalité sont deux choses différentes. Voyons ce qu'il se passe quand les missiles sont lancés, avec le premier scénario. C'est la version de la guerre nucléaire que tous espèrent voir cesser ici, car l'autre ne change pas seulement la guerre, elle détruit le pays, quelque part dans le Pacifique. 2 sous-marins américains de classe Ohio sont en alerte maximale, prêts à lancer. Chacun transporte 20 missiles Trident II.
Chaque missile transporte 6 ogives, ce qui fait 240 frappes nucléaires potentielles provenant de 2 sous-marins que personne ne peut même voir arriver. Heureusement, ils n'ont pas ordre de provoquer une apocalypse, mais en relayant le message de leurs supérieurs, ils risquent d'être ceux qui déclencheront le premier domino. Le plan prévoit 15 à 20 ogives pour neutraliser la riposte chinoise près de Taïwan, sans chercher à anéantir la civilisation chinoise, ce qui est une différence importante. La liste cible les sites stratégiques. La Chine tient à protéger le bunker de commandement de la commission militaire centrale près de Pékin, où sont prises les décisions nucléaires. Il y a aussi le champ de missiles DF-41 dans le Gansu et le Heilongjiang, où se trouvent les silos d'ICBM chinois. La base navale de Longpo à Hainan accueille de nombreux sous-marins nucléaires chinois de classe Jin, chacun équipé d'une douzaine de missiles nucléaires. Ajoutez des sites de stockage d'ogives isolés et des radars d'alerte précoce. Vous obtenez un ensemble de cibles visant à paralyser la riposte chinoise. Les Américains utiliseraient des ogives W88 d'environ 475 kilotonnes chacune. La bombe qui a transformé Hiroshima en champ de cendres faisait 16 kilotonnes. Celles-ci sont 30 fois plus puissantes. Le temps de vol entre le lancement et l'impact n'est que de 25 minutes. Au moment où ces missiles Trident américains perçoivent la surface de l'océan, les satellites chinois en orbite autour de la Terre repèrent les signatures infrarouges des moteurs fusées. C'est vraiment inévitable. Le missile décolle comme si l'on allumait 20 énormes fusées éclairantes dans l'obscurité totale. Les alertes commencent à se propager immédiatement à travers les réseaux militaires, et la Chine réagit. C'est la phase la plus risquée d'un échange nucléaire, la fenêtre de décision, où tout débute avec quelques personnes devant un écran. Dans la base 37 centres chinois de surveillance spatiale, les opérateurs voient des trajectoires apparaître sur leurs écrans. Ils mettent 60 secondes à confirmer qu'il ne s'agit pas d'exercice ou de panne. Les menaces sont réelles et rapides. Les dirigeants chinois doivent décider si la situation restera maîtrisée ou deviendra incontrôlable. Doivent-ils riposter immédiatement, risquant une guerre nucléaire totale, ou attendre et risquer de perdre le commandement et les communications ? Les commandants doivent choisir quoi défendre, car les intercepteurs sont limités. Pékin, base de sous-marins, silos, tout ne peut être protégé. Un intercepteur tiré laisse une cible exposée. En s'élevant hors de l'atmosphère, les missiles sont verrouillés par les radars type 610A au sol. Les systèmes informatiques calculent les trajectoires et identifient rapidement les cibles, qui sont des infrastructures de commandement, pas des villes. C'est ce que les stratèges appellent une frappe contre force, visant à décapiter les capacités militaires. Les systèmes de défense civile s'activent. Les mégapoles chinoises modernes offrent peu de protection. Des abris existent, mais beaucoup sont obsolètes, inaccessibles ou trop éloignés. Évacuer des millions de personnes en si peu de temps est impossible. Pour la plupart des civils près des cibles militaires, leur survie dépend de leur position lors de l'alerte. À ce stade, la défense civile consiste moins à sauver des vies qu'à éviter la panique. Et au moment où la Chine s'en rend compte, il ne reste qu'environ 20 minutes pour réagir. Les batteries mobiles, HQ-29 autour de Pékin et en Mongolie intérieure, reçoivent les autorisations de lancement et les solutions de tir. Les calculs complexes indiquent à chaque intercepteur où aller et quand y arriver, même en cas de réussite des intercepteurs. Les dégâts dépassent l'explosion. Les bases restantes peuvent perdre électricité, communication ou carburant. Les avions restent intacts, mais ils ne peuvent pas voler car les impulsions électromagnétiques grillent l'avionique. Les unités sont toujours en vie, mais elles sont isolées. Sur le papier, la Chine dispose encore de force, mais en réalité, la coordination commence à s'effondrer. L'intercepteur HQ-29 doit percuter l'ogive entrante, nécessitant un contact direct. Tout cela alors que cette ogive file à 23 fois la vitesse du son dans l'espace. Les missiles HQ chinois sont conçus pour supporter des accélérations extrêmes lors des manœuvres, impossibles à survivre pour un humain, avec une seule chance de succès. Le HQ-29 emploie un moteur fusée à propergol solide à 2 étages et un guidage radar et infrarouge pour cibler sa cible. Pékin a choisi d'en lancer 40 pour intercepter les tridents américains, 2 par cible. Avec les armes nucléaires, la sécurité supplémentaire est essentielle. À 15 minutes de l'impact, il faut considérer les calculs, même en conditions de test idéales, tout étant optimisé pour réussir. Le Tchad américain intercepte environ 85 à 90%. Supposons que les systèmes chinois atteignent aussi 85%.
Avec 40 intercepteurs pour 20 ogives, environ 16 ou 17 sont interceptés, donc 3 à 4 ogives passent. Entre 1425 et 1900 kilotonnes de puissance explosive sont sur le point de frapper le territoire chinois, soit environ 100 fois la puissance d'Hiroshima, répartie sur plusieurs cibles. À 8h47, une ogive frappe la base navale de Longpo sur l'île de Hainan. La W-88 explose à 600 mètres au-dessus de la base, dans une détonation aérienne conçue pour une destruction maximale. Pendant exactement un 10 millième de seconde, il y a un soleil miniature dans le ciel au-dessus de Hainan. Avec une température centrale de 100 millions de degrés Celsius, la boule de feu s'étend sur 3 km de diamètre. Tout ce qui se trouve dans cette sphère cesse instantanément d'exister. Les bâtiments se vaporisent, les gens deviennent du plasma, et l'onde de choc accélère. Elle fonce à 1000 km/h, détruisant les abris en béton armé. 4 des 6 sous-marins chinois Jin sont en maintenance au port. Les 4 sont détruits avec 48 missiles nucléaires. On compte entre 15 000 et 25 000 morts, parmi militaires et civils contractuels. Le rayonnement thermique déclenche des incendies dans un rayon de 15 km. L'impulsion électromagnétique détruit tous les appareils électroniques non protégés sur le tiers sud de l'île de Hainan. Et ça, ce n'est que la première frappe. Et c'est crucial. 2 sous-marins de classe Jin étaient encore en mer lors de l'incident, cachés dans les profondeurs du Pacifique. Ils survivent et gardent leurs missiles. La capacité de seconde frappe régionale chinoise demeure. Une autre ogive frappe un site de silo DF-41 au Gansu, prévu pour exploser en surface. Conçue pour creuser. Elle atteint 30 mètres sous terre avant d'exploser, concentrant sa force vers le bas dans les silos renforcés. Les silos de missiles balistiques chinois sont espacés de plusieurs kilomètres, pour qu'une seule ogive ne puisse en détruire plusieurs. L'explosion forme un cratère de 200 mètres et endommage 7 ou 8 autres silos. La Chine perd 10 missiles DF-41, mais conserve plus de 300 ogives sur des ICBM terrestres répartis sur plusieurs sites. Sa capacité de dissuasion reste intacte. Le vrai cauchemar, ce sont les retombées radioactives. La Terre vaporisée lors de l'explosion est contaminée par des isotopes qui se déplacent vers le nord-est, déposant des doses mortelles de radiation sur des centaines de kilomètres carrés en 48 heures. Il y a aussi les défaillances en cascade, souvent oubliées. L'armée chinoise dépend de réseaux, satellites et systèmes numériques, dont une grande partie vient de s'éteindre. Une frappe sur le bunker de la commission militaire centrale plongerait le commandement nucléaire dans le chaos. Les personnes donnant les ordres de lancement pourraient être mortes. Les systèmes transmettant ces ordres pourraient être endommagés. Contacter un sous-marin immergé requiert de grandes installations radio à très basse fréquence pour traverser l'eau de l'océan. En cas de destruction de ces installations, les capitaines de sous-marins décident seuls selon les ordres permanents, une responsabilité que personne ne souhaite assumer. Mais ces 2 sous-marins restent dans le Pacifique. Chacun transporte 12 missiles JL-3, avec une portée d'environ 10 000 km largement suffisante pour atteindre la côte ouest des États-Unis. Leurs systèmes de communication sont spécialement conçus pour fonctionner même si tout est détruit chez eux. Voici donc le bilan de cette frappe limitée. Entre 25 000 et 40 000 morts immédiats, principalement des militaires. Destruction de 4 sous-marins nucléaires, 10 à 15 missiles intercontinentaux et de grandes installations de commandement. La Chine perdrait 50 à 60 armes nucléaires, mais conserve plus de 500 armes opérationnelles, et sa capacité de seconde frappe reste intacte. La Chine subit de lourds dégâts, mais survit comme puissance nucléaire, maintenant la destruction mutuelle assurée. C'est la retenue en guerre nucléaire, montrer comment une superpuissance peut en blesser une autre, tout en protégeant sa civilisation. Au-dessus de tout, la cible la plus fragile reste le commandement et le contrôle. En cas de perturbation des communications centrales, l'autorité se fragmente et les commandants de sous-marins s'appuient sur les ordres permanents et des informations incomplètes. Une frappe limitée vise à envoyer un message, mais une fois des armes nucléaires utilisées, la retenue devient instable et le risque d'escalade augmente vite. Voyons ce qui se passe quand cette retenue disparaît totalement. Le scénario 2 suppose qu'une erreur stratégique ou un échec diplomatique irréversible s'est produit, défiant l'entendement. Près de 250 à 300 ogives seraient tirées de toutes les plateformes, dont des ICBM lancés depuis les 35 minutes de vol. Des missiles sous-marins atteindraient leur cible en 15 à 20 minutes, tandis que les B-2,
larguerait des missiles de croisière. Cette attaque dévastatrice est conçue pour arriver par vagues espacées de 15 à 20 minutes. Cela empêche les défenseurs chinois de recharger leurs intercepteurs et les force à faire des choix impossibles quant à ce qu'ils doivent protéger. Certaines ogives ciblent des installations militaires, tous les champs de missiles balistiques intercontinentaux, les bases aériennes avec bombardiers nucléaires et les installations navales à Qingdao, Shanghai et Hainan. Un autre groupe cible l'économie. 40% du trafic mondial, centres de fabrication, centrales électriques et raffineries de pétrole. Il y a aussi les centres de population. La Chine possède 18 villes de plus de 10 millions d'habitants. Pékin en compte 22,6 millions et Shanghai plus de 21 millions. Le corridor Guangzhou-Shenzhen compte près de 40 millions d'habitants. Chaque grande ville reçoit plusieurs ogives pour assurer sa destruction totale. En additionnant toutes les grandes zones urbaines, on compte environ 70 à 100 ogives, visant des zones habitées. La réponse défensive de la Chine reste similaire au scénario limité, mais cette fois, les satellites suivent des centaines de missiles au lieu de Wingte. Les écrans de la base 37 affichent plus de trajectoires et de lumières clignotantes que prévu, dépassant la capacité des systèmes, et les algorithmes peinent à classer les menaces. Les opérateurs sur place doivent choisir entre sauver Pékin ou Shanghai, défendre la capitale ou l'économie, préserver les forces nucléaires pour riposter ou protéger les civils. Les batteries HQ-29 tirent tout. La Chine a alors quelques dizaines de lanceurs mobiles prêts. Cela représente environ 40 à 60 intercepteurs pour l'interception intermédiaire, auxquels s'ajoutent 300 à 400 missiles HQ-19 pour la défense terminale. Cela paraît beaucoup, mais ils affrontent 250 à 300 ogives entrantes, dont plusieurs avec des véhicules de rentrée et des leurs. Même si chaque intercepteur chinois fonctionnait parfaitement, ce qui n'arrivera pas, les chiffres ne tiennent pas. Ils arrêtent, sans doute, 15 à 20% de ce qui arrive, ce qui est réaliste en combat avec des communications dégradées et des capteurs saturés. Ils interceptent peut-être 10% donc. 200 à 240 ogives atteignent leur cible. La première explose au-dessus de la place Tiananmen à Pékin. La boule de feu, de plus de 3 km de diamètre, efface la cité interdite. Tiananmen est tout dans ce rayon dans un éclair. L'onde de choc détruit tout sur 8 km, faisant s'effondrer tous les bâtiments et tuer tout le monde. Près d'1 million de morts sur 15 km, et des millions de victimes en Chine, qui subit d'importants dégâts. Pékin subit 15 nouvelles ogives, ciblant quartiers et sites militaires. On estime qu'il y a 18 à 20 millions de morts immédiates à la capitale. Shanghai, plus densément peuplé, perd 20 à 22 millions de personnes, lors de frappes similaires. Le corridor urbain Guangzhou-Shenzhen compte entre 25 et 28 millions de morts. Chongqing, Chengdu, Tianjin, Wuhan et Xi'an reçoivent chacun plusieurs frappes. Ces 7 villes réunies comptent environ 100 millions d'habitants. Environ 45 à 55 millions meurent instantanément, et 110 à 130 millions au total, les 24 premières heures. Un tiers de la population américaine disparaît soudainement. 60 à 80 millions de personnes sont gravement blessées, et sans soins médicaux, les hôpitaux ayant été détruits ou privés d'électricité. Près de 200 millions de personnes, soit 14% des Chinois, sont touchés. Ce n'est toutefois qu'un effet immédiat. Plusieurs ogives ciblent la production électrique. Le barrage des Trois Gorges, plus grande centrale hydroélectrique mondiale, est détruit. Les centrales à charbon du Shaanxi sont détruites. Les centrales nucléaires arrêtées ou touchées. En quelques heures, la majorité du réseau électrique chinois s'éteint. C'est à ce moment-là que le traitement de l'eau s'arrête et que la nourriture commence à se gâter. Les 4 ports les plus fréquentés de Chine, qui traitent une part massive du commerce mondial, ne sont plus que des voies navigables remplies de débris fumants. Le réseau ferroviaire à grande vitesse, dépendant de l'électricité et d'un contrôle centralisé, est hors service. Les explosions sur des cibles militaires diffusent des panaches radioactifs dans les régions agricoles. Aucun système de défense ne peut résoudre les paradoxes d'une guerre nucléaire totale, toujours à l'avantage de l'attaquant. Lancer 300 ogives nucléaires coûte bien moins cher que construire les systèmes pour les arrêter. La Chine a construit l'un des réseaux de défense antimissiles les plus sophistiqués au monde, avec des satellites d'alerte précoce, des radars à réseau phasé et certains des intercepteurs les plus avancés qui existent. Et ce n'est toujours pas suffisant. Cela n'allait jamais être suffisant.
Aucune défense nationale n'est efficace, ni en Amérique, Russie ou Chine. Seule la dissuasion fonctionne. À propos, vous vous souvenez des 2 sous-marins dont nous avons parlé, qui rôdent encore dans le Pacifique. Toujours armés et opérationnels, ils viennent d'assister à la disparition rapide de leur civilisation après l'attaque contre la Chine. Les sous-mariniers à bord de ces navires entendent parler des millions de survivants qui ne meurent pas de radiation ou de faim. Confrontés à la nouvelle horreur de l'effondrement total de la société, ils entendent parler des 200 millions de personnes déplacées qui n'ont nulle part où aller. Les terres agricoles contaminées empêchent la distribution de la rare nourriture restante. Dans les mois suivants, 50 à 70 millions de civils chinois mourront de blessures, famine et maladies. Ces sous-mariniers dirigent la riposte chinoise. Ils lancent tout ce qu'ils ont sur les villes américaines, soit 24 missiles nucléaires JL-3 avec jusqu'à 3 ogives chacun. Certains experts avancent jusqu'à 5 ogives chacune, même si seulement 20 sur 100 à 150 franchiraient les défenses américaines. Cela suffit à tuer des millions d'Américains et paralyser l'économie. Pendant des décennies, New York, Los Angeles, Washington, Chicago, Houston deviennent des fours nucléaires. La victoire contre la Chine semble bien moins éclatante quand les villes américaines sont également réduites en ruines, et la situation pourrait encore s'aggraver. La suie et les débris dans l'atmosphère bloquèrent la lumière du soleil dans l'hémisphère nord. Les températures mondiales chutèrent de plusieurs degrés en quelques mois, provoquant l'effondrement des saisons de croissance et l'échec des récoltes partout. L'économie mondiale, déjà fragilisée par les frappes sur la Chine et les États-Unis, s'effondre désormais. Les modèles suggèrent qu'au moins 2 milliards de personnes supplémentaires mourraient dans le monde à cause de la famine provoquée par l'hiver nucléaire. Alors, la Chine peut-elle se défendre contre une attaque nucléaire, contre une frappe limitée, voire contre une attaque à grande échelle? Non, mais personne ne le peut. Au final, même le gagnant d'un tel scénario perd. Découvrez comment les États-Unis réagiraient si la Chine envahissait Taïwan, ou cliquez sur cette vidéo